On va maintenant voyager comme promis avec vous, Clive Lemming. Merci à nouveau d'être avec nous. Vous êtes historien et vous publiez donc Chemin de fer mythique, l'histoire par les cartes. C'est aux éditions du Chêne. Alors vous nous emmenez sur les traces de ces chemins de fer mythiques. En parcourant votre livre, on se rend compte très vite qu'il s'articule, au fond, qu'il s'articule sur l'histoire des 19e et 20e siècles. Oui, les chemins de fer ont été construits, c'est la grande œuvre civilisatrice du 19e siècle, parce que la révolution industrielle qui commence au Royaume-Uni impose une demande de transport absolument incroyable. On aurait pu les faire à l'époque romaine. Vous savez, les Romains connaissaient la vapeur, connaissaient les rails, le système guidé. Les voies romaines, c'était des ornières calibrées, de manière très très précise. Le chemin de fer existait depuis très longtemps dans son principe. Mais le chemin de fer associé avec la vapeur et la locomotive, c'est une invention du 19e. Et on croyait le chemin de fer mort à jamais dans les années 1950. Les décideurs ne juraient que par le béton, l'automobile, l'avion, c'était la caravelle. Mais le chemin de fer a pris sa revanche grâce aux émirs qui, en quadruplant le prix du pétrole un certain jour de 1973, ont, sans le savoir peut-être, sauvé tous les chemins de fer du monde en obligeant le chemin de fer finalement à prouver qu'il dépensait moins d'énergie. Mais en quoi est-ce un défi à l'époque ? C'est un défi, le chemin de fer est un défi vis-à-vis de la nature. Et les cartes en témoignent encore. Il fallait traverser des montagnes. Savez-vous que les chemins de fer ne peuvent pas monter des fortes rampes? Une automobile peut se lancer dans un 4 ou un 5 ou à 8%, mais le chemin de fer, ça se compte en millimètres par mètre. À 1 millimètre par mètre, vous doublez déjà la puissance nécessaire pour faire avancer un train. Autrement dit, il ne faut pas de pente, il ne faut pas de rampe, et il faut des tunnels pour passer sous une montagne plutôt que de passer par-dessus. Mais hélas, il a quand même fallu passer par-dessus. La cordillère des Andes, le central Pérou, ou bien tout simplement le futur chemin de fer Chine-Europe va traverser l'Afghanistan, il faut passer au Pamir à 5000 mètres d'altitude. Les défis commencent avec la géographie, mais ils peuvent être résolus. On va parler du rail Chine tout à l'heure, Europe-Chine avec vous, parce que vous y avez participé. Vous, hormis celui-ci, quel est le chemin de fer qui vous fascine le plus ? Le chemin de fer qui me fascine le plus, je pense que c'est le Central Pérou. Parce qu'il a été fait, vous savez, par un Anglais. Il y a toujours un Anglais un peu fou dans l'histoire des chemins de fer. Un Anglais qui veut faire des choses absolument insurmontables. Et en 1850, 1860, donc il trace cette ligne qui part à l'assaut de la cordillère des Andes. Mais il ne faut pas faire de tunnel, il n'y a pas les moyens. Il ne faut pas faire de viaduc, parce que là non plus, on n'a pas les moyens. Et il fait un curieux chemin de fer qui monte en zigzag. Exactement, vous savez, comme les skieurs, quand ils montent. Il arrive parfois de monter, quand on fait du ski de fond, on fait des zigzags pour monter peu à peu. Alors le chemin de fer avance, recule pendant 4-5 km, repart en avant et recule, et arrive ainsi jusqu'à 4000 mètres d'altitude. L'altitude est tellement énorme que lorsque Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry essayent de franchir la cordillère des Andes, leurs avions ne montent qu'à 2000 mètres. Et déçus et même vexés, ils voient dans la nuit les lumières des trains à 4000 mètres au-dessus d'eux. Les trains allaient 2 fois plus haut que les avions. Comment avez-vous travaillé, sur la base de quels documents ? Les documents sont des cartes que je collectionne depuis, je dirais que je suis tout jeune. On les voit à l'écran. Hein. Oui, et ces cartes, j'en ai trouvé partout, au Puce, ou bien dans la Revue Générale des Chemins de Fer, qui est une revue très ancienne, dont j'ai une collection complète, qui remonte à 1878. D'ailleurs, je suis collaborateur toujours. Et alors là, il y a des quantités de cartes, et donc c'est un travail de cartographie, finalement. Les cartes révèlent beaucoup de choses, et quand au début, par exemple, aux États-Unis, dans le Far West, on n'avait pas de cartes, les ingénieurs partaient à cheval, puis ils revenaient 15 jours plus tard en disant bon, on peut défaire tout ce qu'on a fait depuis la semaine passée parce qu'il n'y a pas de moyen de passage. C'est-à-dire que l'absence de carte, ils faisaient ça carrément au pari. Ils allaient regarder à vue d'œil avec des jumelles, voir s'il n'y avait pas un col un peu accueillant ou une montagne pas trop aride. Et très souvent, ils ont dû faire demi-tour. Alors il y a la ligne du cercle polaire, il y a Djibouti, Addis Abeba, Congo, Océan, et puis il y a Damas, Beyrouth. Parlez-nous de cette ligne. Ça, c'est une ligne extrêmement intéressante parce qu'elle se passe dans un endroit du monde qui aujourd'hui, hélas, n'est pas, je dirais, habité par la paix. Mais alors, à l'époque, toute la prospérité asiatique se joue au Moyen-Orient. C'est la porte du Moyen-Orient. Et on commence à construire des lignes comme le fameux Bagdad-Ban que les Allemands rêvaient de faire, qu'ils n'ont jamais pu faire. Et les Français, eux, participent effectivement à la ligne de Damas à Beyrouth, et qui est une ligne qui est assez curieuse parce qu'elle aussi se heurte à des problèmes de montagne. Et c'est là, pour la première fois, où on expérimente une technique suisse qui est la crémaillère. Donc c'est un chemin de fer, je dirais, plutôt suisse
finalement... Francophone, ça fera l'affaire. Vous voyez, oui, c'est un chemin de fer extrêmement curieux et qui permet donc de passer par-dessus des montagnes qui sont assez abruptes et qui longent la mer Méditerranée. Alors une question, peut-être une dernière, sur justement le chemin de fer Chine-Europe. Vous avez participé à ce projet, vous avez conçu, tracé les derniers 1000 km, c'est ça? Qui manquait pour rejoindre la Chine à l'Europe. Voilà, le G8 de 2011 cherche un expert pour proposer un réseau à l'Afghanistan. Personne ne veut le faire. Puis finalement, le ministère des Affaires étrangères me téléphone, vous qui êtes historien des chemins de fer, proposez aux Afghans un chemin de fer qui reflète leur histoire. Et alors j'ai donc proposé pour l'Afghanistan, qui n'avait absolument aucun chemin de fer à l'époque, une ligne, je dirais, une ligne nationale circulaire qui rejoint toutes les grandes villes, Kandahar, Mazar-e-Sharif, Kaboul. Mais aussi, j'ai dit, pour que ce chemin de fer soit rentable, il faut utiliser un courant potentiel immense qui est celui qui rejoint la Chine à l'Europe. Il manquait que 900 km pour que la Chine et l'Europe soient rejointes par une ligne de 12 000 km et surtout 12 jours pour les conteneurs au lieu de 40 jours par la mer. Merci beaucoup pour ce voyage, Clive Lemming, chemin de fer mythique, l'histoire par les cartes, c'est aux éditions du Chêne. Merci à vous. Merci.